Bonjour, je suis Catel Pouliquin, directrice des rédactions de Marie-Claire, et je vais animer la table ronde sur la représentation des femmes dans les médias et la culture, agir pour lutter contre les stéréotypes dans les médias et la culture. J'invite à me rejoindre sur scène, par ordre alphabétique, Madame Catherine Alvarez, Madame Laurence Bachmann, Madame Laura Boulet, Madame Céline Calvez et Monsieur Emmanuel Kessler. Merci. Alors, je vais d'abord brièvement vous présenter, par ordre alphabétique toujours. Catherine Alvarez, vous êtes directrice des documentaires de France Télévisions. Laurence Bachmann, à vos côtés, vous êtes directrice générale du groupe Tel France, qui est le leader de la production de fiction en France, et présidente exécutive de l'Association pour les femmes dans les médias. Madame Laura Boulet, vous êtes directrice générale adjointe de l'Union des marques. Céline Calvez, vous êtes députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Et vous êtes l'auteur d'un rapport qui a fait grand bruit sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Et enfin, un homme quand même, et on s'en réjouit, Monsieur Emmanuel Kessler, président de la chaîne Public Sénat. Alors avant tout, je voudrais replacer notre débat dans le contexte qui est le nôtre, le contexte très particulier de cette année 2020, où les femmes paient très cher la crise sanitaire et la crise économique que nous traversons. Je m'adresse d'abord à vous, Céline Calvez. Je rappelle donc que vous avez travaillé pendant plusieurs mois, à partir d'avril dernier, pendant le confinement, donc, sur la place des femmes dans les médias en période de crise. Vous avez auditionné quelques 200 personnes et remis votre rapport le 9 septembre dernier à Roselyne Bachelot, d'une part, ministre de la Culture, et à Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant à avril dernier, et avec peut-être le point de départ, la une du Parisien, cette fameuse une du 5 avril, figurant 4 hommes, pour esquisser le supposé monde d'après. J'ai cru que c'était une fausse une, m'avez-vous dit. C'est donc cette couverture scandaleuse qui a déclenché votre envie de documenter le sexisme récurrent dans les médias ? Vous avez raison. Alors déjà, merci de l'invitation. Vous avez raison, j'ai cru que c'était une fausse une. Je ne sais pas si c'est l'envie qui est arrivée à ce moment-là de dénoncer le sexisme dans les médias ou dans la société, parce que j'ai l'impression de pouvoir le porter et de m'être offusquée plusieurs fois. Mais en tout cas, ça a été le facteur déclencheur de la mission qui a été provoquée par Marlène Schiappa, puis rejoint par le Premier ministre et le ministre de la Culture. Ça avait vraiment suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. Et en fait, là où la crise pouvait nous laisser apercevoir un peu d'espoir quand même, que ça puisse être l'occasion de revoir ce qui est important, de repartir sur des bases saines, on voyait que là, une gifle nous était lancée au visage, qui était que finalement, c'était 4 hommes qui allaient commenter, décider, prévoir le monde d'après. Donc ça a été une goutte d'eau, mais qui a fait largement déborder le vase de ce que doit faire la puissance publique pour s'attacher à cette problématique de la place des femmes dans les médias. En quoi est-ce que la crise sanitaire du printemps et le confinement ont-ils, selon vous, les uns et les autres, encore aggravé la représentation des femmes dans les médias ? Je vous laisse commencer, Céline Calvez, et puis ensuite peut-être Catherine, Laurence. Alors ça a aggravé, on l'a documenté dans l'étude et le rapport que vous avez mentionné, que ce soit dans le domaine audiovisuel ou dans le domaine de la presse écrite, on a documenté qu'il y avait une aggravation comme un phénomène de décrochage surtout les premières semaines. Et là, on voyait que les femmes étaient encore moins présentes, que ce soit les experts ou les témoins. Et ce qui suscitait encore plus cette émotion et cette interrogation, c'est au fait le paradoxe qu'il y avait où on avait l'impression que les femmes, dans leur vie quotidienne, que ce soit au travail ou que ce soit dans leur foyer, étaient vraiment à la manœuvre, mais qu'elles disparaissaient de la parole publique. Et donc, oui, ça a été amplifié, mais au final, la situation était loin d'être satisfaisante avant aussi. Évidemment. Catherine Alvarez, une des difficultés, c'est de faire émerger des expertes, notamment sur les plateaux d'information.
Trop souvent, dit-on, les femmes s'autocensurent et ce n'est pas seulement leur responsabilité, évidemment, c'est aussi souvent qu'on pense moins souvent à elles. Mais le prix à payer est fort pour celles qui y vont, pour celles qui acceptent d'aller sur les plateaux, de témoigner et de faire partager leur expertise. On l'a vu par exemple avec l'infectiologue Karine Lacombe, très exposée pendant le confinement, mais très critiquée aussi. Elle a payé très cher sa visibilité. Comment sortir de cet écueil ? Déjà, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la crise, les femmes ont disparu des plateaux. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il s'agissait surtout de médecine et de sciences, et quand même un des grands plafonds de verre qui reste aujourd'hui au sein de nos écoles, nos universités, ça démarre là, c'est que la science semble aujourd'hui interdite aux femmes, alors qu'on sait très bien que c'est quand même demain, et notamment la technologie, etc. Donc ça a été... et que du coup, les rares femmes, c'était comme si en effet elles s'exposaient bien plus que les autres, mais je pense qu'il y a un travail là, d'ailleurs, qui dépasse, en tout cas, c'est ce qu'on a pensé fortement à France Télévisions. On fait un effort aujourd'hui dans nos quotas, dans la représentation sur les plateaux d'infos, de magazines, représentation des femmes. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui en sciences, et c'est pas qu'elle s'auto-censure, elle s'auto-censure petite. Et les parents les censurent aussi. Et on est toujours dans les filières scientifiques, plus de garçons, etc. Et là, on l'a vu de façon criante. Laurence Bachmann, votre association pour les femmes dans les médias a publié une tribune dans Le Monde en juin dernier pour dénoncer la trop faible représentation des femmes dans les médias. Et je cite un extrait de cette tribune. « Si les femmes représentent 52% de la population, elles sont très loin d'être présentes à parité dans les médias. Ce sont des habitus ancrés, des réflexes misogynes qui expliquent cette sous-représentation de surcroît en temps de crise. » D'où votre revendication, qui est inspirée de celle portée par le collectif Sista. Si on veut que les femmes comptent, il faut compter les femmes. Est-ce que la mise en place de quotas a toujours été votre intime conviction ? Moi, personnellement, oui, depuis 3 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de quotas et qu'il y a, depuis peu de temps, le quota est une solution, je ne dirais pas la meilleure possible, mais sans quota, on n'y arrivera pas. Et jusqu'à très peu de temps, on me disait quota, et c'était un gros mot, puisque qui dit quota dit règle, et qui dit règle, c'est moins de création. Alors, maintenant, je vais dire, on est pour des quotas temporaires, à compétences égales. Donc ça, c'est politiquement correct, dans ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, dans l'audiovisuel, dans le monde entier, on est passé malheureusement par des quotas pour arriver à approcher de la parité. Après, et je pense, enfin, par rapport à ce sujet, on a un PFDM dont je suis coprésidente, pour les femmes dans les médias, on a fait signer à tous les diffuseurs, tous les producteurs, une charte contre les harcèlements sexuels et contre les agissements sexistes. S'il y avait plus de parité, et donc plus de femmes à des postes de responsabilité, nous aurions moins d'harcèlement sexuel. Donc, depuis 3 ans, vous êtes convaincu, et avant, c'était plus mitigé, vous étiez plus mitigé ? Avant, je crois honnêtement qu'on n'y pensait pas. Voilà, pour être... C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ? Je pense que depuis MeToo, je pense qu'il y a une radicalisation, enfin, de chacune d'entre nous, je parle de chacun d'entre nous, même moi qui suis productrice et qui fait faire, prenons les réalisatrices, il y a 12% depuis 10 ans, on a fait une étude avec l'INA qu'on a présentée avec le CSA, quoi qu'on fasse, il y a eu depuis 10 ans, toutes chaînes confondues, toute fiction française, américaine, à n'importe quelle heure, il y a 12% de réalisatrices. Donc c'est vrai que même en faisant attention, on se forçait, même les plus féministes d'entre nous avaient un peu de mal à trouver des femmes réalisatrices. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, mais c'est un autre débat, aux femmes réalisatrices. Donc je crois qu'on n'y pensait pas. Et maintenant, personne ne peut plus y penser. Emmanuel Kessler, est-ce qu'on peut entendre votre point de vue là-dessus, d'abord votre expérience de patron de chaîne et l'évolution éventuellement de votre point de vue sur les quotas ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette table ronde. J'ai conscience de la responsabilité qui est la mienne, étant le seul homme. Mais il y a eu tellement de débats dans le passé où c'était l'inverse.
hein. Donc, ce n'est que justice, je vous l'accorde. J'ai plaisir à être là avec vous, à associer à votre démarche et au think tank Public Sénat, qui est une chaîne parlementaire, civique et citoyenne. Allez, Canal 13, la TNT ou publicsénat.fr pour ceux qui nous suivent sur Internet. C'est fait. Voilà, c'est fait. Alors, les quotas. Alors, je vais répondre à votre question. Je vais essayer d'être bref. Donc, pour répondre directement à votre question, moi, j'ai un peu de mal avec les quotas. Voilà, parce que je trouve qu'on vit une crise sans précédent, qui est une crise démocratique et une crise de fractionnement de la société qui risque d'être encore aggravée par le moment de crise sanitaire que nous vivons. Et j'ai le sentiment que les quotas, qui sont des quotas hommes-femmes, mais qui demain peuvent déboucher sur d'autres quotas en fonction... Et encore une fois, je ne reviens pas sur le consensus que nous pouvons avoir entre nous sur l'objectif de parité, de diversité, mais qui peuvent être à la source de revendications pour d'autres quotas, de représentation de minorités, de représentation de diversité, même si je suis bien entendu favorable à la représentation de la diversité, je pense que cela contribue à une archipélisation de la société que par ailleurs nous dénonçons et qui risque d'aggraver cette crise démocratique. Donc, je le comprends, j'ai entendu qu'il s'agit de quotas temporaires, mais moi, à titre personnel et pour une chaîne comme la nôtre, et je pourrais vous expliquer comment on procède, Oui, que faire dans ce cas, si je c'est pas la bonne préfère m'intéresser au mouvement, à la progression, que fixer d'emblée un objectif. Je pense que si on progresse chaque année, donc l'idée d'un indicateur de l'égalité, de baromètre, l'idée d'avoir des notions de tableau de bord me paraissent très positives, l'idée d'obligation de progresser me paraît très positive. Je suis un peu réticent, même si encore une fois j'essaie de ne pas avoir une position trop dogmatique à cette idée de quota, parce qu'elle me paraît entrer dans une logique qui n'est pas la logique de rassemblement qui est celle que nous pouvons avoir pour ambition dans une république qui aujourd'hui voit un certain nombre de ses valeurs menacées et qui par ailleurs, je pense, est un peu contradictoire avec cette idée forte qui a, je pense, été particulièrement marqué au moment du confinement que la télévision est le lieu du rassemblement et du lien social et que c'est ce qui demeure sa force aujourd'hui. Et l'incitation suffit, de votre expérience de patron de chaîne, ça suffit de dire Je pense on que fait pas l'effort collectif fait déjà avancer. Et c'est vrai que vous avez une vision un peu négative et encore une fois, c'est important de montrer ce qui ne va pas. Dans une chaîne comme la nôtre, je pense qu'on peut, et dans le cadre aussi des partenariats que nous avons avec la presse régionale, essayer de mettre en avant ce que certains ont appelé journalisme de solution. J'aime pas trop ça, mais l'idée d'un journalisme, ou en tout cas constructif, voilà, de montrer aussi qu'il y a des gens qui se bougent dans la société et qui font avancer les choses. Et nous avons une porte d'entrée, comme d'ailleurs Catherine Alvarez à France Télévisions, qui est très forte là-dessus pour une chaîne comme la nôtre, qui est une chaîne du temps long, où on essaye de se détacher d'une vision parfois un peu binaire des débats pour entrer dans ce que Le Monde a appelé récemment, dans une série d'articles, la complexité de la nuance, voilà, la pédagogie de la nuance. Nous avons un genre qui est privilégié pour ça, qui est celui du documentaire. Voilà. Et c'est une porte d'entrée très forte. Samedi soir dernier, sur Public Sénat, et on peut encore le voir en replay, un documentaire qui s'appelle Pom Pom Boy, Petite brigade contre le sexisme, qui montre une classe d'élèves d'école primaire qui, chaque semaine, rencontre une bibliothécaire pour essayer de faire réfléchir les enfants aux stéréotypes sexistes et qui participent à un concours. C'est qui est l'auteur du documentaire? Alors, je crois que c'est une réalisatrice, j'espère que c'est vrai. Mais cela dit, d'ailleurs, je veux préciser que chez nous, il y a 30% de femmes réalisatrices, enfin, sur l'ensemble de nos documentaires, il y a 30% de femmes réalisatrices, ce qui, dans un classement de la SCAM, il y a un an, nous a classés plutôt en haut parmi les chaînes de télévision. J'en tire pas de gloire particulière et encore une fois, il faut faire des efforts. Okay. Mais j'aime bien montrer ce qui marche. Sur la représentation des femmes parmi les expertes, vous avez le chiffre aussi? Alors, ça c'est le deuxième point, parce que j'aime bien montrer ce qui marche. Ça m'intéressait aussi que cet été, nous ayons pu rediffuser, au moment de la mort de Gisèle Halimi, du décès, de sa disparition, d'une figure marquante du combat des femmes, le documentaire que nous avions diffusé il y a quelques années sur le procès de Bobigny.
C'est très intéressant parce qu'à un moment où le débat se radicalise, encore une fois, entre les femmes et les hommes, quand elle explique qu'elle n'aurait pas gagné la cause de ce procès, si elle n'avait pas convaincu, parce qu'il y a eu un débat au sein des femmes qui l'accompagnaient, ces femmes, qu'il fallait aussi qu'il y ait des hommes qui viennent témoigner à la barre, pour que la jeune femme, qui s'appelait Marie Keller d'ailleurs, qui était inculpée, voilà, qui a sa passerelle maintenant à Bobigny, soit acquittée, voilà, elle dit. Et donc c'était pas, il fallait inclure les hommes dans ce combat des femmes. Donc je pense que c'était un message très intéressant, et je suis fier qu'on ait pu montrer ça. Voilà. Sur les quotas en plateau, la parité en plateau, je vais très très vite. Non, nous n'y arrivons pas. C'est un effort permanent. J'ai vu que France Télévisions a fait aussi un guide des expertes et on va s'en inspirer, on va essayer d'aller plus loin chaque année. Mais oui, c'est vrai, il y a encore de gros efforts à faire. Mais encore une fois, je suis réticent à l'idée des quotas. D'accord, merci. Céline Calvel, vous vouliez réagir sur le principe même de la subtilité nécessaire? 3 réflexions. Oui, il faut compter. Il faut compter, par exemple, le temps de parole que chacun et chacune prend dans les médias, sur des plateaux, sur des panels. Ça serait intéressant. Il faut compter pour favoriser la prise de conscience. Et il faut aussi compter pour objectiver, parce que soit on a l'impression que tout va bien, soit on a l'impression que tout va mal. Donc ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, quand je vous entends, Emmanuel Kessler, je tiens à préciser une différence. Vous dites attention, parce que si on rentre dans la logique des quotas sur la place des hommes et des femmes, on va nous demander aussi sur la diversité des quotas. Mais attention, quand on parle de quotas sur des minorités, ça ne s'applique pas aux femmes et aux hommes, puisque nous sommes la majorité, normalement. Nous sommes 52%. Voilà. Donc en fait, il y a une vraie différence. Compter un homme et une femme, c'est assez facile. Compter votre origine sociale, votre origine ethnique, c'est interdit, mais voilà, tout ça, c'est plus difficile, c'est un nuancier. Là, c'est facile de compter. C'est facile de compter, et ce qu'on a bien voulu montrer justement dans le rapport, et merci à ceux qui ont, nombreuses et nombreux qui ont participé, qu'il est possible de compter, que ça peut être fait plus souvent, plus facilement. Il ne faut pas que ça soit rébarbatif. Il y a des outils pour ça. Troisième réflexion sur les quotas. Moi, je pense, pareil, on a tous évolué et tout évolué sur les quotas. Moi, ce que je vois simplement, c'est que en politique ou dans la vie économique, sans quota, je ne serais pas député et on ne serait pas dans les conseils d'administration. Très concrètement, moi, je souhaite qu'il soit temporaire aussi. Ce n'est pas une finalité. Ça sera un moyen aussi de garder la place des hommes aussi. Les quotas, c'est pas inintéressant, ça marche dans les deux sens. Donc c'est éminemment tendu. À chaque fois qu'on dit quota, on a l'impression que tout tombe. Il faut le définir. Il faut aussi le contrebalancer de ces objectifs de progression. L'idée de dire, bon ben voilà, ça va être le même quota pour tout le monde, ce serait justement ne pas se servir de ce qu'est la situation de départ. Quel est mon point de départ? J'en suis où? Et comment je peux atteindre? L'atteindre, ce serait 52% ou 50%. On peut avoir des objectifs intermédiaires. Donc moi, je suis pour les quotas. Je suis surtout pour qu'on prenne la photo de départ. Voilà. Mais sans quotas, ce qu'on attend du naturel ne vient jamais en galopant. L'une de vous veut-elle réagir aussi? Moi, je peux que confirmer ce que vient de dire Céline Calvez. C'est que les quotas sont, on l'espère, temporaires. C'est aussi le seul moyen, en effet, de façon objective, de se dire mais où sont les problèmes? Et je pense que justement, c'est absolument pas créer une archipélisation de la République. Loin de là, on est 52% de femmes et on n'est pas représentés. Donc il y a quand même, quand on parlait de la science, quand on parle des expertes, on a besoin de rôles modèles. Mais modèles, quand on est petite, à la télévision, on a besoin de voir des femmes, médecins, et c'est tout ça sur lequel il faut qu'on travaille. Donc c'est absolument essentiel aujourd'hui. On est quand même loin de tout ça. Donc oui, on passe par des quotas qu'il faut accepter, mais c'est vraiment pour nous juste se dire aujourd'hui, voilà l'objectif qu'on veut atteindre, et puis donner la chance à tout le monde et que les femmes font partie justement de cette République française. Et les quotas sont un des moyens pour y arriver. Un autre moyen, et donc les indices d'égalité sont très importants, et à PFDM, on est en train de réfléchir, à la demande d'ailleurs des 2 ministres de la culture, à élargir la charte que vous avez tous signée, je dirais. Rappelez-nous, Laurence, cette charte. C'était la charte contre le harcèlement sexuel
et contre les agissements sexistes que tous les producteurs, les diffuseurs, les producteurs de fiction, les radios, la presse écrite a signé. On avait fait une première vague il y a 2 ans avec Franck Rister et il y avait tous les diffuseurs. Donc c'est vrai que quand on avait Gilles Pélisson, Delphine Ernotte au milieu, Nicolas Taverneau à sa droite, et qu'ils étaient tous les 3 l'un côté de l'autre, plus les autres à signer, la photo était assez superbe. Et l'année d'après, à la demande de Franck Rister, nous avons élargi la charte à toutes les chaînes, à toute la radio, toute la presse, enfin pas toute la presse, la presse a été peu nombreuse. Et Marie-Claire était signataire. Oui, voilà, exactement. Et aussi avec les producteurs de flux de fiction. Et c'est une anecdote que je racontais à Catel, c'est que pendant que le ministre faisait son discours, il y avait 58 personnes pour la deuxième signature. Il y avait 2 femmes, dont Marie-Claire, et autrement il y avait 58 costumes. Voilà, ils étaient tous en train d'attendre. Donc il y a du boulot, quoi. Et je voulais dire aussi que justement en prolongement de cette charte, on travaille sur les quotas et on travaille sur une charte qui va s'appeler parité mode d'emploi. Voilà, pour essayer de, comme cette charte, faire une charte, un outil à l'usage de nous tous, concret, et qui ne soit pas en malus, qui ne soit pas ni de la punition. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le positif et de l'incitatif. Si ça ne marche pas, on peut punir. Mais... Ce sera quand cette... on va voir Roselyne Bachelot pour lui en parler à la fin du mois. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure, Laurence Bachmann, le nombre de réalisatrices. Seuls 12% des réalisateurs de fiction sont des réalisatrices. Donc on est effectivement très très loin de la parité. Il y a un autre problème dans la fiction, sont les clichés qui sont encore trop souvent associés aux femmes, aux personnages féminins. Mettre plus de femmes scénaristes, ça ne suffit pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la fiction représente davantage et mieux encore les femmes ? Alors, je trouve qu'on fait des progrès, qu'il y a beaucoup de femmes scénaristes, mais il y a beaucoup de femmes scénaristes et très peu de showrunners. Voilà, showrunners. Donc, il y a très peu de créateurs, et d'ailleurs je dis créateurs, créatrices de séries, mais il y a quasiment autant de scénaristes femmes que de scénaristes hommes. Alors, sur les stéréotypes, j'ai envie de dire, c'est à la formation, la littérature. Et je dirais, dans le groupe Newen que je représente ce soir, nous produisons 3 feuilletons quotidiens où des héroïnes sont dans l'action et dans l'activité. Et comme par exemple, je vais plus le dire sur les 3 séries qui sont 3 séries de flics qui sont Candice Renoir et Nina et Cassandre. Et ce que je vous disais, c'est que ces 3 héroïnes, malheureusement encore, sont des femmes en train de s'émanciper. Et on en est encore là. Alors c'est bien, l'une reprend son travail, mais parce qu'elle avait un enfant malade, l'autre parce que pendant 10 ans, elle s'occupait de ses enfants, et la 3e, son fils fait une connerie, donc elle devient, au lieu d'être patronne du 36, elle va en province, être patronne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on estime, nous toutes, que ce sont des séries modernes, qui marchent très bien, mais... il va de soi qu'il faudrait arrêter de parler toujours de l'émancipation de la femme. Mais je pense qu'on est utile en même temps. Et du côté du documentaire, est-ce que c'est aussi difficile de mettre en avant les femmes? Je crois qu'il y a une grande inéquité quant aux sujets dont elles s'emparent. Elles sont encore trop souvent sur... certains sujets et pas forcément sur... Oui, traditionnellement, ça c'est assez intéressant en fait. Les documentaristes, s'agissant par exemple des films d'histoire, l'histoire, les archives, la guerre, alors là les hommes se sont totalement emparés de ce secteur, c'est absolument incroyable. Les grands films de découverte également, les baroudeurs, alors là ce sont que des réalisateurs hommes, et c'est assez intéressant parce qu'on a vu c'est les sujets de société en fait, où les femmes vraiment se sont emparées, j'allais dire la petite place qu'on leur a laissée, et elles s'en ont emparées plus que très 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 bien. Donc nous on favorise, alors c'est vrai que le premier genre représenté en documentaire
documentaires sur France Télévisions, sur l'ensemble des antennes, c'est la société. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes réalisatrices et on a voulu appuyer d'ailleurs cet été avec cette collection Regard de femmes. Je ne suis pas pour le regard genré, loin de là, mais en tous les cas c'est donner la parole aux femmes qui regardent différemment la société aussi, et c'était surtout sur des sujets qui concernaient les femmes et qui donnent la parole aux femmes. Donc on est dans un travail permanent, et quand on a réexposé ces films, c'était vraiment pour se dire justement en sortant de la crise sanitaire, mais regardez des femmes qui font parler d'autres femmes, et vraiment au centre du documentaire, ça pour le coup c'est vraiment le temps long en effet, et on parle de MeToo, qu'est-ce que ça a fait MeToo? C'est simplement que ça a libéré la parole. Je parle toujours des rôles modèles, mais c'est ce dont on a besoin. Des femmes qui se mettent à parler des violences qu'elles subissent, d'un seul coup on se dit, si elle peut le faire à la télévision dans un documentaire, mais moi je peux le faire. Et c'est tout ça qu'on essaie, c'est pas de regarder les femmes, c'est aussi qu'elles se remettent au centre de leur histoire et de notre histoire, et même dans les films d'histoire d'ailleurs, c'est de remettre au centre les grandes femmes de notre histoire. Les récits... Ah oui, qui sont complètement, c'est quand même les grandes oubliées de l'histoire, c'est les femmes. Et c'est un travail qu'on fait vraiment aussi pour les plus jeunes, de regarder. Et puis vraiment, je le dis toujours, c'est pour les petites filles aujourd'hui de se dire, moi aussi, je peux le faire en fait. Un documentaire comme en fiction aussi. Absolument, Exactement. là je parle de ma partie, tu sais, mais c'est vraiment pour nous, et puis on est un mass média, c'est génial. Donc on parle, en tous les cas on essaie de parler à tout le monde, et donc on peut toucher quand même un grand public, et c'est pour ça qu'on est déterminant dans ce travail-là, je pense. Et vous êtes aussi très déterminée à ce que le nombre de réalisatrices augmente. Il existe un annuaire des expertes. France Télévisions s'engage aux côtés du collectif 50-50 pour créer également un annuaire du même type pour les femmes réalisatrices. Quand sera-t-il prêt? À qui s'adressera-t-il? Est-ce que ce sera un bien commun? Alors, ça sera un bien commun. Déjà, l'engagement, alors Delphine Ernotte va l'annoncer dans quelques jours, c'est que France Télévisions s'engage dans les 2 prochaines années à ce que 30% des fictions, que ce soit du daytime, du prime time, soient confiées à des femmes réalisatrices. Donc ça, c'est le premier acte. Donc là, c'est toujours pareil. On se force, on veut aller dans l'objectif. Donc c'est un quota, et c'est pas pour ça qu'on aura moins de talent, on le sait. Donc c'est le premier objectif. Donc c'est vraiment, et c'est bien sûr, c'est pour l'ensemble de la profession. Je voudrais juste prolonger, parce que j'ai pu paraître affirmer une position divergente sur les quotas. Il y a des nuances entre nous, mais sur la notion d'engagement, sur des objectifs, moi je le partage tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que sur les plateaux, nous n'atteignions pas encore la parité. Il faut dire aussi que notre vivier pour une chaîne politique, c'est le monde politique, où la parité n'est pas encore atteinte. Elle progresse, elle a beaucoup progressé à l'Assemblée nationale. Elle a progressé aussi au Sénat, grâce notamment au développement du scrutin proportionnel. On était passé de 25 à un peu plus de 30% au dernier renouvellement. Probablement que fin septembre, avec le nouveau renouvellement, le nombre de femmes, la proportion de femmes va encore progresser, mais on est loin encore de l'objectif, bien sûr. Et donc nous, on est aussi un peu tributaire aussi du fait que le paysage politique est encore très masculin, même si ça progresse. On a vu les femmes élues maires de grandes villes, etc. C'est une bonne chose. Mais cette notion d'engagement, notamment pour les chaînes de services publics, est importante. Donc nous allons faire des efforts sur la parité sur les plateaux. Et je dirais qu'aussi, on a quelque chose quand même qui est très fort, c'est que nos 3 émissions, nos 3 rendez-vous quotidiens les plus importants de la chaîne sont incarnés par des femmes. Une matinale, il n'y a pas tant de matinales animées par des femmes. Oriane Mancini, notre émission de débat de la journée, Rebecca Fitoussi, notre émission consacrée aux questions d'actualité au gouvernement, Tam Tra Nuit, j'ai presque envie de dire qu'on y ajoute aussi la diversité. On n'est parfait sur aucun point et il faut progresser. Mais je pense que c'est important aussi pour le téléspectateur d'avoir cette dimension. Et moi, je crois beaucoup donc à cette notion de s'engager sur des objectifs et de progresser pas à pas. Et c'est vrai que sur les documentaires, le fait qu'une chaîne comme la nôtre soit assez active sur les documentaires de société a peut-être favorisé le fait que nous ayons, je crois, de peu près en proximité avec France Télévisions, à peu près 35% de femmes réalisatrices. Si on peut encore aller plus loin, faisons-le, allons-y. On est évidemment d'accord là-dessus. Donc c'est un message que vous portez auprès de toutes vos équipes tout le temps? Oui, avec la mesure d'indicateurs le plus possible.
on n'a pas forcément les outils statistiques sur une chaîne comme la nôtre pour tout avoir au jour le jour, mais on essaye d'avoir un tableau de bord qui nous permet d'année en année. C'est d'ailleurs, ça fait partie, comme à France Télévisions pour le service public, nous avons aussi un rapport d'exécution de notre contrat d'objectifs et de moyens, comme notre chaîne cousine de l'Assemblée nationale, et ce sont évidemment des choses qu'on regarde. D'ailleurs, sur l'index d'égalité hommes-femmes, alors là, c'est plus la vie de l'entreprise. S'il n'est pas toujours au top, c'est plutôt parce que les femmes sont en avance sur les hommes. Par exemple, dans les 10 plus fortes rémunérations de la chaîne, il y a 6 femmes et 4 hommes. Vous voyez, donc et on est totalement à égalité salariale. On a rattrapé des petites inégalités qui existaient encore il y a 4 ou 5 ans. D'accord, merci. Céline Calvez, vous clôturez votre rapport par 26 préconisations, certaines avec une traduction législative ou réglementaire, et d'autres qui sont justement sur la base du volontariat des médias. Ça suffit vraiment, ce volontariat ? Non, ça ne suffit pas, mais il faut compter dessus. Et ne pas forcément se focaliser uniquement sur les médias. La responsabilité de la place des femmes dans les médias, elle est éminemment partagée par les femmes elles-mêmes, par la société en entier. Et donc si on peut inciter les médias à se prendre en main, il ne faut pas oublier non plus qu'il faut favoriser aussi l'engagement d'autres parties de la société. J'en veux pour preuve, par exemple, les institutions qui, il y a encore quelques mois, pouvaient donner comme porte-parole plutôt des hommes dans des institutions de type scientifique. Il faut les encourager aussi à ce qu'elles orientent vers les médias, vers la prise de parole en public, des femmes. Donc c'est aussi leur rôle. C'est aussi le rôle de toute sphère de pouvoir politique, économique, à pouvoir aussi donner des responsabilités, des visibilités, parce que aussi ça va faciliter le travail des médias. Enfin, je pense que par rapport aux expertes, si les guides et les sites qui recensent ces expertes sont vraiment à encourager, à mutualiser, vraiment à pouvoir porter à la connaissance de l'ensemble des médias, il faut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que de recenser, c'est bien. Il faut faire se rencontrer les croyances, les us et coutumes des expertes et des médias. Quand aujourd'hui, un média est obligé d'appeler 10 femmes différentes pour avoir une experte, on mesure le travail que c'est. Mais on ne peut pas non plus reprocher aux experts de refuser quand il n'y a eu aucune occasion de prise de contact avant la prise de contact du programmateur qui vous dit il faut être là dans un plateau dans 1 heure. Quel est le niveau de confiance que l'on doit créer ? Aucun, bien sûr. Donc il faut vraiment faire se rencontrer les différents niveaux d'attente, proposer aux expertes comment saisir ces occasions, que ça fait partie aussi de leur expertise, de devoir l'exposer comme telle, et puis de l'autre côté, de pouvoir donner les clés de compréhension de ce qu'est l'urgence médiatique, tout en invitant les journalistes à prendre le temps avec les expertes. Merci. Laura Boulet, vous êtes directrice générale adjointe de l'Union des marques, donc qui rassemble des annonceurs. On parle de publicité. Le regard sur le corps des femmes est encore très souvent chargé de stéréotypes. On le voit ces jours-ci, encore lundi, mardi, avec les polémiques sur les tenues de certaines jeunes filles, par exemple, critiquées dans leur collège. Est-ce que vous avez l'impression que la publicité entend la voix des jeunes filles extrêmement déterminées qui arrivent, qui sont les consommatrices de demain? Et est-ce que la publicité a fait son mea culpa par rapport aux images extrêmement sexistes qu'on a pu voir pendant pas mal de générations? La publicité a fait son mea culpa depuis très très longtemps, parce que la première recommandation déontologique sur ces sujets-là, elle date de 1976. Donc on a progressé depuis extrêmement longtemps avec l'évolution de la société sur les stéréotypes qui peuvent être véhiculés, et notamment tout ce qui est stéréotypes sexuels et sexistes. Et c'est vrai que quand on montre, et on fait souvent cet exercice, un message publicitaire des années 80, il est aujourd'hui complètement inaudible, et de toute façon, il ne peut plus évidemment être mis à l'antenne, pour prendre l'exemple de la télévision, compte tenu de toutes les règles qu'on a adoptées successivement dans le temps. Mais je pense qu'on est allé plus loin, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas contenté de réduire notre impact négatif en essayant de supprimer les stéréotypes sexuels et sexistes. Et encore une fois, je vous mets au défi de trouver des très grandes marques qui aujourd'hui
véhiculent ce type de stéréotypes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé plus loin en essayant de créer des outils. On a beaucoup parlé d'outils, on a parlé de quotas, on a parlé de guides, de chartes, et l'important, c'est de créer des outils pour améliorer la prise de conscience. Et donc, sur une autre question très importante, qui est la question des stéréotypes d'habitude, et ce qui rejoint la question des expertes, c'est-à-dire que, au-delà évidemment de tous ces stéréotypes dénigrants, il faut qu'on arrive à modifier, à diversifier les représentations des femmes qui sont présentes dans les publicités, dans les représentations qu'on véhicule, dans les mises en scène, parce que alors on n'a pas de problème de quota, hein, les femmes elles sont présentes dans les messages publicitaires, mais la question c'est comment est-ce qu'on les représente. Et donc c'est pour ça qu'il y a 3 ans, on a créé au sein de l'Union des marques, notamment dans notre programme de communication responsable, le programme FAIR, une grille de détection des stéréotypes. L'objectif de ça, c'était encore une fois d'aller plus loin et de se dire mais finalement, comment je représente les femmes. Quand je représente une situation, une scène domestique, est-ce que je mets systématiquement une femme dans une cuisine? Est-ce que quand je représente le secteur du jouet, je mets systématiquement la petite fille sur un vélo rose et le petit garçon sur un vélo bleu? Est-ce que quand il y a un message, il y a des communications pour les écoles scientifiques, pour rebondir sur ce qui a été dit, est-ce que finalement je ne mets pas systématiquement un jeune étudiant et pas une jeune étudiante avec une calculatrice dans la main? Et pour ça, on s'est rendu compte en travaillant il y a 3 ans qu'en réalité, parce qu'il y a beaucoup de directrices marketing, hein, ce sont des directrices marketing, c'est qu'il n'y avait pas de prise de conscience des représentations qui étaient véhiculées. Est-ce qu'on dit encore dans le milieu de la pub ménagère de moins de 50 ans? Ça se dit encore ça? Non, 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 non. Ouf. Et c'est vrai que... Responsable des achats, non, on dit. C'est ça. Cela dit, la catégorie existe, donc elle pose question. La Exactement. catégorie existe. Mais bien sûr, mais parce que nous avons à articuler en réalité les représentations qu'on véhicule avec évidemment la fonction même de la publicité, qui est de promouvoir un produit ou service et de séduire le consommateur dans un temps extrêmement réduit. Nous sommes effectivement dans la séduction et dans l'acte d'achat. Donc on a un exercice et une ligne de crête qui est extrêmement difficile. Et pour, encore une fois, arriver à cheminer sur cette ligne de crête, il faut des outils. Il faut des outils de prise de conscience qui permettent de faire changer l'ensemble de la production publicitaire. Parce que le sujet, et encore une fois, je mets de côté ce qui est sexuel, sexiste, on a des études qui montrent qu'aujourd'hui, à part des annonceurs au local, où il y a encore, effectivement, notamment en matière d'affichage, quelques difficultés, en réalité, aujourd'hui, l'ensemble de la production publicitaire que vous voyez, on n'est plus dans le stéréotype dénigrant. Mais par contre, on a des progrès à faire sur ce stéréotype d'habitude. Et cet outil nous le permet. Et la difficulté qu'on a, c'est que l'objectif n'est pas de plus jamais mettre une petite fille en rose, parce qu'on peut avoir une publicité de temps en temps avec une petite fille en rose, et puis quand on voit un produit de grande consommation, bah oui, on a une mise en scène dans une cuisine avec une femme qui peut être en train de cuisiner, parce que c'est aussi la réalité des choses. Par contre, là on a une difficulté, si quand on regarde la production publicitaire, vous avez systématiquement une femme et jamais un homme. Et en fait, notre outil, il est là pour aider les marques à justement faire un screening des représentations et à regarder l'ensemble de ces campagnes publicitaires sur un temps donné pour faire évoluer ces représentations et pour diversifier les représentations et pour ne pas mettre simplement les femmes dans des rôles de consommatrices passives, mais aussi dans des rôles d'expertes, parce qu'il peut y avoir une experte dans les messages publicitaires. Et encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, on voit émerger des jeunes générations, des jeunes femmes extrêmement pugnaces, extrêmement alertes sur les problématiques de la représentation des femmes. Vous sentez que ça, c'est un enjeu majeur pour les annonceurs de bien s'adresser à elles? Bien sûr, mais on travaille avec elle. On a lancé, on l'a dit tout à l'heure, et il y a eu le film, effectivement, Mattel qui a été montré. On a lancé un challenge. Le challenge Représente, qui est là pour promouvoir toutes les communications les plus engagées. Et on travaille dans ce jury. Il y a beaucoup de personnalités, dont Madame la députée, mais on a également la représentante de Pépites Sexistes, qui est la représentante de la jeune génération, qui pointe sur les réseaux sociaux les marques qui effectivement ne sont pas dans les clous, et on travaille avec cette jeune génération, et on travaille dans la confiance pour construire. On échange beaucoup avec elle pour que, encore une fois, on continue à s'améliorer au quotidien.
Lutter contre les stéréotypes, ça commence extrêmement tôt. C'est bien sûr aussi une question d'éducation. Catherine Alvarez, France Télévisions, est très active à ce sujet, avec notamment la mise en place de masterclass, de rencontres dans les collèges et dans les lycées, malheureusement un peu freinées ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle joué justement par ces formations ? C'est toujours de ce souci de libérer la parole, de montrer qu'on peut parler de choses qui semblent indicibles au départ. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'UMNI, ex-France TV Éducation, au documentaire. C'est vraiment notre mission, c'est que les jeunes regardent de moins en moins la télévision et d'ailleurs c'est embêtant. Donc on se dit aussi c'est à nous de nous déplacer ou à eux de venir. Donc on fait beaucoup de masterclass autour de nos films qui sont organisés avec l'éducation nationale. On fait venir des classes à France Télévisions, on montre nos films, on débat et c'est extrêmement important parce que là on se rend compte, on est sur le terrain, on est avec des jeunes de toutes catégories sociales, des garçons, des filles et puis des garçons aussi parce que ce combat aussi de la représentation de la femme, alors en publicité mais aussi dans l'espace public, je dis toujours, toutes les femmes de 4 à 90 ans, on a toutes connu un jour la peur au ventre dans une rue et ça c'est pas normal. Donc c'est aussi ces représentations-là dont on parle et on a besoin de ça, des garçons, des jeunes garçons aussi, qui doivent aussi changer le regard sur le corps de leurs copines et des femmes en général. Donc les documentaires que vous montrez ou les films que vous montrez sont sur ces problématiques de représentation, de sexisme, de harcèlement ? Oui, absolument. Hier, on en a eu un là-dessus qui était justement sur le post-MeToo. On fait parler d'ailleurs des garçons aussi, qui eux racontent à quel point pour eux c'est aussi très dur quand ils sont dans une rue sombre et qu'ils voient que la fille, juste parce qu'elle voit une ombre d'un garçon, prend son téléphone portable, apeurée, appelle sa copine. Donc c'est quand même aussi qu'il y a dans beaucoup de cas aussi des grands malentendus. Un film qu'on avait fait aussi qui s'appelle Sexe sans consentement. Ces premières fois de ces filles qui c'est pas qu'elles ont dit non mais elles ont pas dit oui et puis c'était voilà la zone grise mais qui n'en est pas pour les femmes. Il n'y a pas de zone grise pour les femmes mais longtemps elles se sont interdites de le penser. Donc ces films là on les fait voyager, on les montre et puis c'est extrêmement et quand il y a ces jeunes filles et nous en documentaire France Télévisions je veux toujours absolument que ça soit des visages à découvert. Donc je remercie toujours fortement nos réalisatrices, nos réalisateurs et puis les témoins surtout qui acceptent de s'exposer de cette façon, de raconter ses premières fois traumatisantes. Et pour les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment aussi, puis parce que je pense que dans certains cas, il y a des grands malentendus entre les hommes et les femmes qui ont été véhiculés pendant des siècles et il est temps de l'arrêter. De les dissiper. Dernier mot à vous toutes et tous. Est-ce que vous avez l'impression que les choses quand même avancent ? À vous écouter, j'ai l'impression que oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur notre chemin collectif, justement, femmes et hommes ensemble, pour essayer de dissiper encore davantage ces stéréotypes ? Je pense que oui, les choses ont avancé et avancent. Il y a une prise de conscience, mais c'est tellement fragile. Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est qu'à on l'a vu avec la crise sanitaire, à chaque moment difficile de fracture, de rupture dans la société, c'est tout de suite. Il faut être d'une vigilance. Et on peut citer Gisèle Halimi à nouveau. Alors. Absolument, on a tous fortement, elle nous manque. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, Catherine. Ça avance avec vous, mais c'est très très fragile. En fiction, il y a un boulot aussi à faire. France Télé et TF1 font beaucoup d'unitaires. J'en ai produit. Qui parlent de la société et ça veut du dire mal-être, quoi, de l'unitaire qui sont pas des séries, le mercredi, et qui parlent de tous les problèmes de société. Mais on a des contraintes terribles, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je fais un débat à La Rochelle, enfin La Rochelle à Paris dans 2 jours, Festival à fiction, les comédiennes de 50 ans, les gens qui sont passés de mode. Je trouve que on est quand même en fiction, les sujets qui n'ont pas l'air vendeurs, on n'a pas, je dirais, c'est personne, mais on a un travail, je dirais, intérieur qu'on ne fait pas, on ne peut pas parler de maison de retraite, ça fait fuir tout le monde parce que les spectateurs n'est pas très jeune. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail immense, voilà. Je suis optimiste, mais bon, voilà, il va falloir booster tout ça. Laura ?
Moi, je pense qu'il faut continuer à essayer de créer des automatismes au travers de tous les outils. Et puis, l'enjeu qu'on a sur la communication, c'est qu'on a avancé avec beaucoup de grandes marques qui représentent un grand nombre des messages publicitaires, mais que maintenant, il faut qu'on aille au-delà et qu'on arrive à évangéliser sur un plus grand nombre de marques. Et là-dessus, on est tout à fait prêt à mettre à disposition tous les outils qui jusqu'à présent étaient réservés effectivement aux marques avec lesquelles on travaille. Et voilà, je lance un appel que toutes les marques prennent contact avec nous pour travailler. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a... Pour que vous les aidiez, que voilà, vous les accompagniez. pour qu'on leur donne nos outils, parce qu'une fois qu'on a les outils, on prend conscience et on fait forcément évoluer sa production publicitaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a lancé tout ça il y a 3 ans. Et puis, on a travaillé avec ces grandes marques qui sont membres de l'Union des marques, mais en réalité, on a vu le paysage publicitaire se transformer. On a vu plein de plus petites marques qui ne sont pas du tout, avec lesquelles on ne travaillait pas, prendre ce pas, y compris dans des univers très très féminins. Donc en fait, voilà, ça fait effet boule de neige. Donc c'est fragile, mais il faut continuer. Céline Calvez. Merci. Alors sur l'évolution, moi je reste toujours optimiste. Je suis assez lucide aussi sur la fragilité et sur notre capacité à retourner en arrière assez facilement, ce qui me rend déterminée. Et déterminée, c'est aussi ne pas hésiter à ce que sur la place publique, on mette aussi la question de ce que les pouvoirs publics investissent aujourd'hui dans leurs dépenses, les budgets. Quand on aide, on peut aussi aider à transformer. Et aujourd'hui, ça doit être une problématique de société, comme je le disais. Quand on doit aider les médias, la création, il faut aussi être exigeant. Ce n'est pas aller à l'encontre de la liberté de la presse ou de la création, puisqu'on les aide à pouvoir s'exprimer, mais c'est d'être exigeant aussi sur ce que cette liberté conduit sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans toute la société. Donc il va falloir le faire. Et j'en terminerai par un point. Moi, je serais optimiste, complètement optimiste, quand chacun et chacune qui lit un journal, qui regarde une émission, un documentaire ou qui va au cinéma se pose la question de quel est l'effet sur elle-même de ce qu'elle voit, de ce qu'elle lit, de ce qu'elle entend. Et donc la vigilance, elle doit être partagée, mais elle doit être intégrée par chacune et chacun d'entre nous. Donc vous participez à pouvoir justement faire que chacun et chacune comprennent ce que sont ces enjeux-là. Donc merci à vous et j'espère que chacun pourra être attentif à tous les messages. Oui, juste d'un mot, je partagerai votre relatif optimisme. En France, si on regarde la situation il y a 40 ou 50 ans, on a quand même fait des progrès. Je tempérerai cet optimisme par une vigilance permanente nécessaire. Nous avons diffusé récemment un documentaire, je le souligne parce qu'il a été fait en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, donc c'est important de le dire ici à l'UNESCO, qui s'appelle « Des femmes et des hommes » de Frédéric Bedos, qui est un panorama international, qui montre qu'il y a beaucoup de recul dans le monde, mais qui montre surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est que dès lors qu'il y a recul, dès lors qu'il y a une égalité, il y a fragilité et même décroissance en ce qui concerne le développement humain. C'est-à-dire que plus on gagne en égalité, plus on favorise le développement humain et quelque part aussi le développement économique. Donc c'est un message aussi de vigilance et d'espoir. Dernier mot, je crois que ce combat, et on en partage tous l'objectif, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il doit être mené, le combat pour l'égalité femmes-hommes, par les femmes et par les hommes. J'ai été très sensible à la tribune d'Elisabeth Badinter récemment dans le journal du dimanche, qui s'inquiète notamment dans notre pays d'une possible guerre des sexes qui serait totalement contre-productive. Moi, je reste persuadé que ce combat ne sera gagné que si nous le menons tous ensemble, toutes les femmes et tous les hommes. Alors à Marie-Claire, on partage le fait qu'on doit mener ce combat tous ensemble. On pense aussi qu'on est extrêmement loin de la guerre des sexes et on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui a pu être dit dans cette tribune que vous mentionnez. Mais néanmoins, je vous remercie infiniment de votre présence ici parmi nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Dans les lieux contrôlés par les talibans, il n'y a plus d'école pour les filles. Ils les ont interdites. Pour la première fois de sa vie, Hawa constate également les mutilations sexuelles qu'elle a subies. Ici, on voit qu'il y a une petite lèvre, mais vous avez vu de l'autre côté, il n'y a pas. Vous êtes venu porter plainte, c'est déjà très courageux. Peu de victimes le font.
En même temps, si vous commencez par leur expliquer que c'est perdu d'avance... C'est pas perdu, c'est pas simple. Va falloir être forte. J'ai pas le choix, je crois. Dans notre groupe, Demain nous appartient ou Dans Plus belle la vie, traite beaucoup de sujets qui ont trait aux violences faites aux femmes, au sens, je dirais, très large du terme. Après, vous avez des héroïnes qui sont des messagères et qui sont des miroirs de la société. Donc ces 4 femmes, quelque part, elles se sont émancipées. Et c'est ça qu'on a raconté. La vertu des héroïnes et des séries, c'est que ça raconte le monde dans lequel on vit. PFDM a pour but de promouvoir les femmes devant et derrière la caméra. Notre constat, c'est qu'il y a très peu de femmes partout. Donc on a travaillé au sein de cette association où il y a des productrices, il y a beaucoup de journalistes, des comédiennes, il y a des femmes de business, d'inciter les femmes à oser plus. Et on est assez fiers, on a beaucoup travaillé pour faire signer à tous les diffuseurs, la presse écrite, la radio, toutes les boîtes de production, une charte que nous avons élaborée de prévention contre le harcèlement sexuel dans les entreprises et les agissements sexistes. Et on promeut en parallèle les femmes au poste de direction. Valentina s'est battue contre la bureaucratie. À la fin, je réussis à parler avec quelqu'un d'un service de gynécologie. Et là, elle me propose une date pour l'avortement. 6 mois plus tard. Aujourd'hui, en 2020, en France, on peut dire que la malédiction de naître fille est encore une réalité. Ce qui me frappe, c'est qu'un viol, un féminicide, jadis, c'était traité dans les pages faits divers. Les diffuseurs n'en voulaient pas parce que ça faisait fuir les spectateurs. Aujourd'hui, le féminicide n'est plus considéré comme un crime passionnel. C'est un phénomène politique majeur. Et du coup, moi, en tant que réalisatrice de documentaires, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interpeller les pouvoirs publics et la société tout entière. 10 SMS comme ça, mais quand c'est quotidien et quand c'est des messages sexuels crus et d'une violence, on peut même pas s'imaginer, ça détruit.